Waterbury, Connecticut, 17 février 2025. Il est environ 23 heures passées lorsque les pompiers de la ville sont appelés pour une intervention d'urgence dans un petit pavillon blanc du numéro 3 de Blake Street, un quartier résidentiel calme, un peu défraîchi par les années, mais loin d'être connu pour les tragédies. L'appel au 911 est bref et confus. Une femme, la voix tremblante, dit qu'il y a de la fumée qui sort d'une chambre, que quelque chose brûle à l'intérieur. Mais ce que les pompiers vont découvrir ce soir-là n'a rien d'un simple accident domestique. Lorsque les secours forcent la porte de l'une des chambres, une odeur suffocante de tissu brûlé et de chair imprègne l'air. Un matelas s'est partiellement calciné, des pages de journal carbonisé jonchent le sol, un coin de la pièce est noirci. Au centre, un homme nu en position fœtale, recroquevillé sur le sol, les bras sur la tête, les os saillants. Il est squelettique, ses yeux sont profondément enfoncés, ses lèvres fendues, ses dents jaunies et cassées. Il ne pèse que 31 kilos. L'un des pompiers s'agenouille à côté de lui. Le souffle du jeune homme est court, à peine audible. Il marmonne quelque chose. 3 mots qui vont déclencher l'un des plus gros séismes judiciaires de l'année. Je voulais juste être libre. Quelques heures plus tard, à l'hôpital Saint-Marie de Waterbury, l'homme est pris en charge par les équipes de réanimation. Il est immédiatement placé sous perfusion, puis transféré en soins intensifs. La panique laisse place à la stupéfaction. Personne ne sait qui il est. Il n'a ni carte d'identité, ni numéro de sécurité sociale à jour. Les infirmières pensent d'abord à un sans-abri ou à un malade mental échappé d'un institut psychiatrique. Mais très vite, un policier de permanence se rend au chevet du rescapé. Et dans un souffle, le jeune homme dit son nom. Un nom que personne n'a entendu depuis 2 décennies, mais appelons-le Samuel, comme le feront les rapports ultérieurs. Samuel a 32 ans, mais il en paraît à peine 18. Il raconte qu'il n'a pas vu l'extérieur depuis plus de 20 ans, qu'il était enfermé dans cette chambre depuis ses 11 ans, qu'il a survécu avec 2 sandwichs par jour et de l'eau en bouteille. Il dit aussi que c'est sa belle-mère qui l'a enfermé, que personne ne l'a jamais aidé, que tout le monde savait, mais que personne n'a rien fait. Les enquêteurs retournent sur les lieux dès le lendemain. La chambre est minuscule, environ 2,50 m sur 3 mètres, sans fenêtre donnant vers l'extérieur, juste une ouverture dissimulée. Pas de chauffage, pas de ventilation. La température intérieure était proche du 0 en plein mois de février. Les murs sont nus. Il y a une vieille radio à pile, un dictionnaire, un journal local de l'année 2015 et un seau. À l'intérieur de ce seau, des papiers imbibés d'urine et de matière fécale, roulés, séchés, remplacés. C'est là qu'il faisait ses besoins. Aucun accès à une salle de bain. Il racontait plus tard qu'il buvait parfois dans la cuvette des toilettes en cachette quand il y avait accès pour nettoyer. Dans le coin opposé, un coin de mur a été gratté à la main jusqu'au plâtre. Il écrivait dessus des mots, parfois des dates, parfois juste des traits. Personne ne comprend. Pourquoi? Comment? Pendant autant d'années. Lorsque les enquêteurs interrogent la résidente principale de la maison, elle se présente comme Kimberly Sullivan, 56 ans. Elle est calme, froide, presque choquée, mais pas par la situation, par le fait que cela sorte au grand jour. Elle déclare immédiatement « Il ne veut pas sortir. Il est spécial. Il a besoin d'être protégé. Je l'ai protégé toute sa vie. » Les enquêteurs restent stupéfaits. Elle nie l'avoir enfermé. Elle dit que Samuel était libre de sortir, qu'il aimait sa chambre, qu'il refusait d'aller à l'école ou de voir le médecin, qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Elle dit qu'il s'est blessé lui-même, qu'il est instable, mais rien ne colle. Les voisins interrogés dans les jours suivants sont clairs. Ils ne savaient même pas qu'un enfant vivait là. Ils n'ont jamais vu personne entrer ou sortir, pas même à travers les fenêtres. Un ancien voisin affirme avoir entendu parfois des bruits de coups ou de cris, mais pas assez pour appeler la police. Quand l'affaire sort dans les médias locaux, la nouvelle fait l'effet d'un électrochoc. Un homme de 32 ans détenu dans sa propre maison depuis 2 décennies. Il s'échappe en mettant le feu. Sa belle-mère nie tout. Mais pour les services de l'État du Connecticut, l'affaire n'est pas totalement nouvelle. Car en fouillant les archives, on découvre que le DCF, Department of Children and Families, avait été alerté 6 fois entre 1986 et 2005.
des signalements pour négligence, pour maltraitance, pour absence scolaire. Mais à chaque fois, l'affaire avait été classée. Né dans une Amérique des années 90, une époque où l'on écrivait encore ses devoirs à la main, où les enfants jouaient dans les rues sans téléphone, où l'on ne filmait pas tout, une époque plus difficile à documenter et plus facile pour oublier quelqu'un. Samuel naît en 1992 dans le Connecticut, d'une mère jeune, instable, que nous appellerons ici Lisa. Lisa a des difficultés personnelles, toxicomanie, instabilité affective, problèmes de logement. Très tôt, elle perd la garde de Samuel. C'est alors son père biologique, John, qui obtient la garde. John est un homme discret, peu expansif, travaillant dans le bâtiment. Il est décrit comme austère, silencieux. Il élève seul Samuel, aidé ponctuellement par sa propre mère, puis plus tard par sa nouvelle compagne, Kimberly Sullivan. Le jeune Samuel grandit à Waterbury, dans une maison modeste mais entretenue. Pendant ses premières années, rien d'alarmant. Il fréquente l'école primaire locale, se montre poli, calme, parfois effacé. Un instituteur se souviendra plus tard, c'était un enfant intelligent, très observateur. Il ne disait pas grand-chose, mais il comprenait tout, un peu dans sa bulle. Mais cette bulle allait bientôt devenir une prison. Lorsque John rencontre Kimberly, Samuel a environ 7 ans. Kimberly Sullivan est une femme autoritaire, très rigide, obsédée par le contrôle. Elle a déjà eu plusieurs enfants, dont certains sont adultes. Elle a travaillé dans des maisons de retraite, des écoles, des cantines. Elle aime l'ordre, mais aussi l'isolement. Peu à peu, selon les voisins, elle impose ses règles dans la maison. Elle décide qui mange quoi, à quelle heure. Elle interdit à Samuel certains aliments. Elle juge qu'il doit arrêter certaines activités jugées stupides. Elle commence à filtrer ce qu'il regarde, ce qu'il lit, ce qu'il dit. Selon un rapport ultérieur du DCF, elle trouvait qu'il était trop sensible, trop bizarre, qu'il fallait le redresser. Elle insiste pour qu'il arrête certaines classes après l'école, puis certaines sorties, puis certains amis. À 9 ans, Samuel ne va déjà presque plus chez les copains. Vers ses 10 ans, les choses changent plus radicalement. Les professeurs remarquent que Samuel arrive de plus en plus maigre. Il semble avoir les mêmes vêtements chaque jour. Il est fatigué, somnole parfois en classe. Un jour, il s'endort littéralement sur sa table. Un enseignant alerte la direction. Une première plainte pour négligence est déposée. Le DCF se rend au domicile. Kimberly les reçoit. Elle parle, elle justifie, elle dit que Samuel est difficile, qu'il refuse de manger, qu'il fait des crises. Les services notent qu'il a l'air timide mais correct. L'affaire est classée sans suite. L'année suivante, Samuel entre en 6e. Il ne la finira jamais. Au printemps de ses 11 ans, Kimberly et John déclarent à l'école qu'ils vont désormais l'instruire à domicile. C'est leur droit à l'époque. Les lois sur le homeschooling sont souples, peu encadrées. L'école ne peut rien faire. À partir de ce jour, Samuel disparaît du système scolaire et du monde. Plus d'écoles, plus de médecins, plus de dossiers. Il cesse d'exister administrativement. Les années qui suivent sont troubles. Aucun voisin ne se souvient de l'avoir revu dehors après ses 11 ou 12 ans. Plus de vélo, plus de ballons dans l'allée. Rien. Un proche de la famille, un cousin plus âgé, dira bien plus tard, on n'entendait plus parler de lui. J'ai demandé une fois à Kimberly où il était. Elle m'a répondu, il dort, il a des problèmes de comportement, il sort plus, c'est mieux comme ça. Personne n'insiste, personne ne cherche. C'est ainsi qu'un enfant ordinaire, au début sans histoire, va devenir un fantôme vivant. Entre 1996 et 2005, 6 signalements sont déposés au DCF. Certains parlent de privation alimentaire, d'autres de non-scolarisation suspecte ou encore de retard de développement. Mais à chaque fois, soit la famille refuse l'accès, soit elle montre une façade lisse. Kimberly, habile avec les mots, sait calmer les suspicions. John, lui, reste muet, parfois assis dans un coin, sans un mot. Et la loi de l'époque n'autorise pas les travailleurs sociaux à entrer de force sans preuve claire de danger immédiat. Les signalements sont classés. L'enfant est oublié. Il existe des silences plus lourds que des cris. Et dans la petite maison blanche de Blake Street, à Waterbury, ce silence devient, vers l'année 2003, une prison à part entière. Samuel a alors 11 ans.
L'âge où la plupart des enfants découvrent les réseaux sociaux, les premières disputes entre amis, les rêves d'adolescence. Lui, il découvre l'isolement. Mais pas tout d'un coup. Ce qui rend cette descente encore plus cruelle, c'est qu'elle est progressive, lente. À la suite de son retrait de l'école, Samuel commence à vivre selon le rythme imposé par Kimberly. Elle dit qu'il suit un programme scolaire, mais aucun cahier, aucun relevé, aucun exercice ne sera jamais retrouvé. Samuel dira plus tard, il y avait un vieux manuel de lecture, un dictionnaire. Parfois elle me disait de recopier un passage, c'est tout. Il passe ses journées dans sa chambre. Au début, la porte n'est pas toujours verrouillée, mais il ne peut sortir que sur autorisation, pour manger, pour aller aux toilettes, pour accomplir quelques tâches ménagères. La télévision est dans le salon, mais elle est éteinte ou interdite la plupart du temps. Il a une radio, monocanal. Il écoute la même émission, encore et encore, à heure fixe. Kimberly lui impose un règlement intérieur strict. Pas de bruit, pas de lumière allumée sans permission. Interdiction d'écrire ou de garder des objets. Obligation de demander la permission pour tout. La moindre entorse se traduit par une privation. De repas, de couverture, d'eau. Peu à peu, la pièce elle-même change. Les meubles sont retirés, un à un. Il n'y a bientôt plus que le lit, une table bancale et un seau qu'il doit utiliser comme toilette. Le matin, Kimberly lui donne 2 sandwichs, un au beurre de cacahuète, l'autre au jambon. 2 petites bouteilles d'eau. C'est tout. Il n'a aucun soin médical. Pas de dentiste, pas de vaccination. Une carie devient une infection. Une blessure, une cicatrice. Il dira « Je n'ai vu personne d'autre qu'elle et lui, son père, pendant des années. Je pensais que j'étais peut-être déjà mort. » Il apprend à régler son corps, à ne plus trop boire pour ne pas remplir le seau trop vite. Il crée un calendrier mental pour savoir quand l'hiver arrive, quand c'est Noël. Mais les saisons ne se voient pas dans une pièce sans fenêtre. Et John, son père, où est-il dans tout ça? Il est là, silencieux, passif. Il ne contredit jamais Kimberly. Il ne frappe pas, il ne crie pas, il observe, il détourne les yeux. Il lui arrive d'ouvrir la porte, en secret, le soir, pour lui donner une barre de céréales ou un peu de soupe chaude. Mais il ne fait rien pour changer la situation. Pendant cette période, aucune visite officielle n'a lieu. Plus de médecins, plus d'école. La maison est refermée sur elle-même. Les voisins ne posent pas de questions. Il croise Kimberly au supermarché, parfois avec John, parfois seul. Jamais avec Samuel. L'un d'eux dira plus tard, on pensait qu'il n'avait pas d'enfant ou qu'il était en pension. Vers l'âge de 15 ans, Samuel commence à résister. Il conteste parfois. Il refuse d'obéir. Il tape sur la porte. Il crie. Il supplie qu'on le laisse sortir. La réponse est brutale. La porte est renforcée. Un loquet extérieur est installé. Puis une serrure. Kimberly l'appelle désormais le problème. Elle dit à sa famille éloignée qu'il est instable, paranoïaque, schizophrène. Quand une cousine tente de venir le voir, Kimberly dit simplement « Il dort, il ne va pas bien, il veut voir personne. » Et tout le monde accepte. Encore une fois. À 16 ans, Samuel pèse environ 45 kilos. Il perd ses dents. Sa peau est sèche. Il n'a plus d'amis. Il n'a jamais eu de téléphone. Aucun réseau social. Aucune interaction. Il devient invisible. Son seul contact avec l'extérieur, un journal local que Kimberly lui laisse parfois lire. Des voitures qu'il entend passer, il les compte. Il devine les modèles. Des oiseaux au printemps qu'il écoute chanter derrière la cloison. Samuel construit alors un monde intérieur. Il se parle. Il invente des histoires. Il donne des noms aux objets. Il commence même à se doubler lui-même, en inventant une voix plus forte, plus adulte. Une sorte de protection mentale contre la folie. Vers 20 ans, il n'a plus de repères temporels clairs. Les jours, les mois, les années se fondent. Il a parfois l'impression d'avoir 14 ans. D'autres fois, il se croit vieux. Kimberly ne le frappe pas. Pas physiquement. Mais elle l'humilie quotidiennement. Tu ne survivrais pas dehors. Tu es faible. Tu n'as pas d'existence. À force, Samuel finit par le croire. Il ne demande plus à sortir. Il attend. Chaque jour ressemble au précédent. Il n'y a plus de futur. L'année 2013 s'ouvre dans le silence. Pour le monde, Samuel n'existe plus. Il a 21 ans. Mais son corps, lui, ressemble à celui d'un adolescent mal nourri. Ses os saillent sous la peau, ses cheveux sont ternes, ses dents abîmées. Il n'a jamais consulté un médecin depuis 10 ans.
Dans sa chambre, il ne reste qu'un lit métallique, un seau et un drap mince. Les volets ont été cloués. La lumière du soleil ne traverse plus jamais sa prison. La seule lumière qu'il connaît est celle de l'ampoule nue qu'on allume pour le surveiller. Kimberly a maintenant parfaitement organisé le système. Elle monte 2 repas par jour, souvent froids. Un sandwich sec, un bol de céréales sans lait, parfois un œuf dur ou une pomme. L'eau est rationnée. Elle est donnée dans de petites bouteilles recyclées qu'il garde précieusement. Samuel raconte plus tard, « Je buvais au compte-gouttes. Je n'avais jamais assez d'eau. L'hiver, j'attendais la neige sur le rebord de la fenêtre pour la faire fondre. La pièce garde l'odeur du seau. Il la nettoie quand Kimberly le veut bien. Mais plus le temps passe, plus l'insalubrité devient permanente. Entre 2013 et 2017, la vie de Samuel est une suite de jours identiques. Il dort, se réveille, attend le repas, dort à nouveau. Parfois, il parle tout seul, à voix basse, pour ne pas rouiller ses cordes vocales. Il compte ses doigts, ses respirations, les gouttes qui tombent du robinet. Il perd toute notion du temps. Quand on lui demandera l'année de sa libération, il hésitera entre 2014 et 2019. Peu à peu, son corps le trahit. Ses muscles s'atrophient. Ses articulations deviennent douloureuses. Il est couvert de plaies de grattage à cause de la saleté. Il est aussi anémique car son alimentation manque de fer et de vitamines. Une nuit, il a de la fièvre. Il se met à délirer, persuadé qu'il va mourir là, sans que personne ne le sache. Mais le lendemain, Kimberly lui apporte simplement un comprimé d'ibuprofène et un verre d'eau, sans un mot. À cette époque, Samuel n'essaie plus de fuir, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'y croit plus. Kimberly a martelé, année après année, « Si tu sors, la police te prendra, tu iras en hôpital psychiatrique. Personne ne te croira. Ton père et moi, on est les seuls à pouvoir t'aider. » Cette emprise psychologique est totale. Samuel a peur du monde extérieur, qu'il imagine hostile, dangereux, irréel. Et pourtant, parfois, une étincelle de vie réapparaît. Un jour, Samuel gratte les planches clouées sur sa fenêtre. Il veut voir la rue. Il veut un seul rayon de soleil. Kimberly découvre les marques de ses ongles. La punition est immédiate. Pas de nourriture pendant 2 jours, pas de couverture la nuit. C'est à ce moment qu'il comprend vraiment qu'il n'est plus libre du tout. Pendant ces années, aucun proche ne vient vérifier. Les rares membres de la famille croient toujours à la version de Kimberly. Il est malade. Il ne veut voir personne. Et les voisins, ils ne remarquent rien. Les rideaux sont toujours fermés, la pelouse est tondue, le courrier ramassé. Une façade de normalité parfaite. Pour ne pas sombrer dans la folie, Samuel invente des rituels. Il compte jusqu'à 1000 pour passer le temps. Il récite des histoires qu'il invente avec des personnages imaginaires. Il se parle à lui-même comme à un ami. Il dit plus tard, « Je me suis créé une autre personne, quelqu'un de plus fort, de courageux. C'est lui qui me disait de tenir. » Ses stratégies mentales sont la seule raison pour laquelle il a survécu. Pendant des années, Kimberly Sullivan a contrôlé chaque aspect de sa maison. Elle a réussi à effacer Samuel du monde, comme s'il n'avait jamais existé. Mais en 2019, après près de 18 ans de captivité, le silence parfait commence à se briser. Dans la petite rue résidentielle de Waterbury, un nouveau voisin s'installe. Il s'appelle David Miller. C'est un retraité curieux qui aime discuter avec les habitants du quartier. Rapidement, il remarque quelque chose de bizarre chez les Sullivan. Les rideaux sont toujours fermés, même en plein été. Aucun enfant ne joue jamais dehors. Kimberly sort rarement, toujours seule ou avec son mari. Une nuit, en rentrant chez lui, David entend un bruit étouffé provenant de la maison, un gémissement, ou peut-être un appel faible. Il se demande s'il a rêvé. À la même période, Kimberly commence à vieillir. Ses allées et venues deviennent moins régulières. Un jour, elle oublie de ramasser le courrier. Une autre fois, les poubelles restent dehors une semaine entière. C'est un détail insignifiant, mais il attire l'attention de David, qui décide de prévenir les services sociaux en disant simplement « Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un de vulnérable dans cette maison ». La machine administrative se met en route, lentement, comme toujours. En janvier 2020, une assistante sociale sonne à la porte des Sullivan. Kimberly ouvre, souriante, et répond poliment « Non, nous n'avons pas d'enfants à la maison ». Elle explique que leur fils est adulte, qu'il a déménagé depuis longtemps.
L'agente sociale ne voit rien d'inhabituel et repart. Encore une fois, le secret tient. Mais au fil de l'année, la santé de Samuel s'aggrave. Il souffre de douleurs abdominales violentes et commence à avoir du mal à marcher. Une nuit, il tombe dans sa chambre et reste plusieurs heures au sol, incapable de se relever. John, le père, panique. Il dit à Kimberly, « S'il meurt ici, on ira en prison. » Sous la pression, Kimberly appelle finalement les urgences en prétendant qu'il s'agit de leur neveu malade. Quand les ambulanciers entrent, ils trouvent un jeune homme amaigri, pâle, aux cheveux en bataille, portant des vêtements sales et troués. L'odeur de la chambre est insoutenable. Le chef d'équipe raconte plus tard, « Je n'avais jamais vu ça. On aurait dit qu'il sortait d'un autre monde. » Samuel est conduit à l'hôpital. Les médecins découvrent une dénutrition sévère, une anémie extrême, des muscles atrophiés, des carences multiples et une fracture ancienne mal ressoudée à la jambe. L'alerte est immédiatement donnée aux autorités. La police de Waterbury intervient le lendemain. Les agents inspectent la maison. Une chambre fermée de l'extérieur, un seau au sol avec des traces d'urine, des volets cloués et surtout, aucun signe de vie normale depuis des années. Kimberly Sullivan est arrêtée sur le champ. John, lui, est interpellé pour complicité. L'histoire qui se révèle alors aux enquêteurs est sidérante. Samuel n'était pas vu en public depuis l'âge de 11 ans. Aucun suivi médical depuis près de 20 ans. Aucune scolarisation enregistrée après son retrait de l'école. Un policier dira « C'était comme si elle avait essayé de l'effacer de l'existence. » La nouvelle commence à fuiter dans la presse locale, provoquant l'indignation. La nouvelle de l'arrestation de Kimberly Sullivan se répand dans Waterbury comme une traînée de poudre. Les journaux locaux titrent dès le lendemain « Un jeune homme retrouvé séquestré depuis 20 ans dans une maison du Connecticut ». Les voisins, sous le choc, réalisent qu'ils ont vécu à quelques mètres d'un drame inimaginable. Au commissariat, Kimberly est placée en garde à vue. Elle refuse d'abord de parler. Elle garde son calme, froide, presque détachée. Puis, face à la pression des enquêteurs et à l'accumulation des preuves, elle finit par lâcher. « Je voulais juste le protéger du monde. » Elle ne prononce jamais le mot prison ou séquestration. Pour elle, tout était une question de protection, de contrôle. La police recueille rapidement des éléments accablants. 1. La chambre barricadée avec le verrou extérieur. 2. Le seau utilisé comme toilette, rempli au moment de l'intervention. 3. Des traces d'ongles et de grattage sur les murs et les fenêtres clouées. 4. Aucun document scolaire ni médical depuis près de 20 ans. 5. Des vêtements d'enfants restés dans la maison, jamais renouvelés. Les enquêteurs découvrent également un calendrier improvisé que Samuel avait commencé à tracer sur le mur avant d'abandonner au bout de quelques années. La preuve vivante de son désespoir. À l'hôpital, le diagnostic est effrayant. Dénutrition sévère, IMC très bas, perte de densité musculaire, carence en vitamines A, D et B12, symptômes de stress post-traumatique sévère. Les médecins sont stupéfaits qu'il ait survécu si longtemps dans ces conditions. Ils confient aux journalistes anonymement « C'est un miracle qu'il soit encore en vie ». Samuel parle peu, mais il confirme les faits principaux. Il n'est pas sorti depuis l'âge de 11 ans. Il vivait dans la peur et l'attente. Il croyait que le monde extérieur voulait lui faire du mal, à cause de ce que sa mère lui répétait. Quand la police interroge les voisins et la famille éloignée, la sidération est totale. Une cousine explique qu'on lui a toujours dit que Samuel était malade et qu'il ne voulait voir personne. Les anciens voisins disent avoir pensé qu'il était en internat ou qu'il vivait avec un autre membre de la famille. Un policier résume « Cette affaire est un mélange de manipulation, d'isolement et de négligence extrême. C'était presque un crime invisible. » En mars 2020, Kimberly Sullivan est officiellement inculpée pour séquestration, maltraitance sur personnes vulnérables, mise en danger de la vie d'autrui et privation de soins médicaux. John, son mari, est poursuivi pour complicité et non-assistance. Il plaide qu'il était sous emprise et qu'il avait peur de sa femme, mais la justice considère qu'il a fermé les yeux pendant 20 ans. Lors des interrogatoires, Kimberly finit par raconter sa version des faits. Elle dit avoir retiré Samuel de l'école après des problèmes de comportement et d'angoisse sociale. Elle affirme avoir voulu le protéger du monde cruel, selon ses mots. Elle prétend qu'il était d'accord pour rester dans sa chambre.
Mais les preuves montrent une emprise totale et une privation systématique de toute liberté. Samuel, lui, dit clairement « Je voulais sortir. J'ai supplié. J'ai crié. » Le procès de Kimberly Sullivan s'ouvre en octobre 2021 dans le tribunal du comté de New Haven. La salle est pleine à craquer. Journalistes, voisins, simples curieux. L'atmosphère est silencieuse et tendue lorsque Kimberly entre dans le box des accusés, et son visage semble impassible. Le procureur décrit 20 années de calvaire. Cette femme a volé à son fils son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle l'a transformé en prisonnier dans sa propre maison. Les photographies de la chambre sont projetées. Murs jaunis, seaux souillés, fenêtres clouées, matelas déchirés. Un silence lourd s'installe. Certains jurés détournent les yeux. L'avocat de Kimberly tente une stratégie risquée. Il plaide l'obsession maladive pour la protection. Il évoque une dépression sévère et une paranoïa progressive. Il affirme que Kimberly ne voyait pas la gravité de ses actes. Mais les preuves matérielles et les témoignages de Samuel rendent la défense fragile. Un moment clé du procès survient lorsque Samuel accepte de témoigner à huis clos, retransmis par vidéo. Sa voix est tremblante, mais ses mots sont précis. « Je croyais que je n'existais plus pour personne. J'avais peur du soleil, peur du monde. Ma mère me disait que si je sortais, j'allais mourir. » Il explique les années de solitude, la faim, la peur et la sensation d'être oublié par la terre entière. Dans la salle, plusieurs personnes ont les larmes aux yeux. Après 3 semaines de procès, le verdict tombe. Kimberly Sullivan est reconnue coupable de séquestration, maltraitance aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Elle est condamnée à 40 ans de prison ferme avec une obligation de soins psychiatriques. John, le père, écope de 10 ans de prison pour complicité et non-assistance. Samuel est placé sous protection et suivi psychologique. Les services sociaux travaillent à sa réhabilitation progressive dans le monde extérieur. Il apprend à marcher longtemps sans fatigue, s'adapter à la lumière du soleil, vivre avec d'autres humains. Un médecin déclare « Il lui faudra des années pour se reconstruire, mais il a une force incroyable. » L'affaire Kimberly Sullivan est devenue un cas d'école aux États-Unis. Elle soulève une question glaçante. Comment est-il possible qu'une personne disparaisse ainsi, sans que personne ne s'en aperçoive pendant 20 ans? C'est une histoire qui rappelle que les pires prisons sont parfois invisibles, et que l'emprise psychologique peut enfermer quelqu'un bien avant que les murs ne se referment. Quelques années après sa libération, Samuel a entamé un long chemin de reconstruction. Grâce à un suivi médical et psychologique intensif, il a peu à peu repris confiance en lui et appris à réapprivoiser le monde extérieur. Aujourd'hui, il mène une vie simple mais autonome, impliqué dans des associations d'aide aux victimes de maltraitance, où il partage son histoire pour sensibiliser et soutenir ceux qui traversent des situations similaires. Malgré les cicatrices du passé, Samuel incarne désormais l'espoir et la résilience.